On raconte souvent cette histoire à l'envers. On imagine un scénario simple, une ligne rouge est dessinée, elle est franchie et rien ne se passe. C'est un récit confortable parce qu'il a une morale claire. L'Occident parle fort et recule. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui s'est produit avec l'Iran. Ce qui s'est produit est plus étrange, plus inconfortable et à mon avis beaucoup plus révélateur sur l'état réel du pouvoir américain au Moyen-Orient. Parce que cette fois, la ligne rouge n'a pas été franchie dans le silence. Elle a été franchie et on lui a répondu par les armes. 2 fois. Et pourtant, 18 mois plus tard, personne, ni Washington, ni Tel Aviv, ni l'Agence internationale de l'énergie atomique elle-même, n'est capable de dire avec certitude où en est réellement le programme nucléaire iranien. C'est cette contradiction que je veux décortiquer aujourd'hui. Comment on peut mener une guerre ouverte contre un programme nucléaire et se retrouver à la fin avec moins de certitude qu'avant de l'avoir mené? Je vais reconstruire la chronologie précisément parce que c'est là que la plupart des analyses grand public se perdent. Ensuite, j'expliquerai pourquoi le vrai risque stratégique aujourd'hui n'est pas un manque de volonté américaine, mais un problème beaucoup plus profond, la disparition de la vérification elle-même. Et je terminerai par ce que je pense qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines, parce que le dossier est loin d'être clos. Première partie, la chronologie que peu de gens ont en tête. Reprenons depuis le début. En juin 2025, Israël lance une campagne aérienne contre les installations nucléaires iraniennes, Natanz, Fordo, Ispahan. Les États-Unis rejoignent l'opération avec leur propre frappe. Ce n'est pas une frappe chirurgicale isolée façon 1981 sur Osirak. C'est une guerre ouverte de plusieurs jours, largement documentée, qui vise explicitement à retarder, sinon détruire, la capacité d'enrichissement iranienne. La réaction de Téhéran est immédiate sur le plan institutionnel. Le Parlement iranien vote une loi suspendant la coopération avec l'AIEA. Les inspecteurs de l'agence quittent le pays début juillet 2025. Pendant des semaines, il n'y a tout simplement plus personne sur place pour vérifier quoi que ce soit. En parallèle, sur le volet diplomatique, un autre mécanisme se met en marche. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, les fameux E3, déclenchent en août 2025 la procédure de snapback, ce mécanisme prévu par l'accord de 2015 qui permet de rétablir automatiquement les sanctions de l'ONU si un membre du Conseil de sécurité constate un manquement grave de l'Iran. La Russie et la Chine contestent la légalité de la démarche, mais le compte à rebours suit son cours. Le 19 septembre 2025, le Conseil de sécurité rejette une résolution qui aurait maintenu l'allègement des sanctions. Le 27 septembre, les sanctions de l'ONU, embargo sur les armes, gel des avoirs, interdiction des transferts de technologies balistiques, sont officiellement rétablies. C'est dans ce climat que le président iranien Massoud Pezeshkian s'exprime devant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre 2025. Son message est défensif. Il réaffirme que l'Iran n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à construire une arme nucléaire et dénonce ce qu'il appelle une agression de juin. Ce n'est pas le discours d'un pays qui vient de faire un pas de plus vers l'arme atomique en toute impunité. C'est le discours d'un pays qui vient d'essuyer des frappes militaires directes sur son territoire et qui cherche à limiter les dégâts diplomatiques. Puis en février 2026, le cycle recommence. De nouvelles frappes israélo-américaines touchent le complexe souterrain d'Ispahan, y compris une installation d'enrichissement encore en construction, l'IFEP, que l'Iran avait déclaré à l'AIEA juste avant le début du conflit initial. Washington ne parle pas officiellement de guerre déclarée, mais évoque des opérations de combat majeures, dont l'objectif, selon la Maison-Blanche, est d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, est présent dans la région pendant cette période et participe directement à des rounds de négociations entre Washington et Téhéran fin février. Voilà pour les faits durs. Ce n'est déjà plus l'histoire d'une ligne rouge ignorée, c'est l'histoire d'un pays qui a été frappé militairement à 2 reprises en moins d'1 an sur son programme nucléaire. Deuxième partie, le vrai problème, ce n'est pas le silence, c'est l'aveuglement. Voici où l'histoire devient vraiment intéressante, et c'est le cœur de ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Depuis les frappes de juin 2025, l'AIEA n'a plus d'accès normal aux sites iraniens. Les rapports trimestriels de l'agence en février et en juin 2026 sont d'une franchise inhabituelle sur ce point. Sans accès physique aux installations de Natanz et de Fordow, l'agence indique noir sur blanc qu'elle n'est pas en mesure de confirmer l'état des stocks d'uranium enrichi, ni la localisation, ni la composition chimique de ce qui reste. Autrement dit, et c'est le point que je veux que vous reteniez,
L'AIEA elle-même ne sait pas avec certitude combien de matières fissiles l'Iran possède aujourd'hui, ni où elles se trouvent. Ce n'est pas une question d'opinion ou d'estimation contestée entre experts, c'est une reconnaissance officielle d'un angle mort de vérification. Selon les estimations qui circulent, fondées sur les derniers stocks confirmés avant la perte d'accès, l'Iran pourrait détenir suffisamment de matières hautement enrichies pour produire jusqu'à une dizaine d'armes s'il décidait de franchir cette étape. Mais ce chiffre repose sur des données qui datent d'avant le conflit, pas sur une observation actuelle. C'est là que je veux nuancer fortement le genre de récit qu'on voit circuler sur cette crise, celui qui affirme qu'un seuil précis, 80%, 84%, 90%, aurait été franchi récemment sans aucune réaction. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est plus grave à sa manière. 2 campagnes militaires directes n'ont pas résolu la question. Elles l'ont rendue invérifiable. On est passé d'un problème de volonté politique, agir ou ne pas agir, à un problème de connaissance, on ne sait plus. Et un pays qu'on ne peut plus vérifier n'est pas nécessairement un pays qui avance plus vite vers l'arme nucléaire, mais c'est un pays sur lequel il devient impossible de construire une politique de dissuasion crédible, parce que la dissuasion suppose qu'on sache ce qu'on cherche à dissuader. C'est ce vide que Grossi tente de combler depuis l'été 2026. Il a publiquement réclamé, fin juin, la mise en place d'un système de vérification très robuste comme condition centrale de tout accord de cessez-le-feu durable, tout en évoquant ouvertement une guerre de déclaration entre Washington et Téhéran sur l'état réel des négociations. Troisième partie, ce que ça change pour les autres acteurs de la région. Cette incertitude ne reste pas confinée à Vienne et à Téhéran. Elle irrigue les calculs stratégiques de plusieurs autres capitales, et c'est là qu'on retrouve un mécanisme que les spécialistes de la dissuasion connaissent bien. Chaque acteur régional ajuste sa propre politique en observant non pas ce que Washington dit, mais ce que Washington est réellement capable de garantir. Prenez l'Arabie Saoudite. En 2018, sur le plateau de l'émission américaine 60 minutes, le prince héritier Mohammed Ben Salman avait affirmé sans détour que si l'Iran obtenait l'arme nucléaire, Riyad ferait de même. Cette déclaration n'a jamais été démentie ni nuancée depuis. Le fait que 2 campagnes de frappe n'aient pas permis de clarifier l'état du programme iranien n'apaise pas ce calcul saoudien. Au contraire, l'incertitude persistante sur ce que l'Iran possède réellement aujourd'hui est précisément le type de situation qui alimente les logiques de prolifération par précaution dans le Golfe. Il y a aussi un parallèle utile, quoique imparfait, avec la Corée du Nord. Pyongyang a construit toute sa doctrine sur l'idée que la possession ou la présomption de possession de capacités nucléaires rend un État plus difficile à attaquer frontalement et que les lignes rouges occidentales finissent par se négocier plutôt que s'appliquer strictement. Le cas iranien ne confirme pas exactement cette doctrine, puisque l'Iran a bel et bien été frappé militairement à 2 reprises. Mais il montre autre chose que Pyongyang observe sans doute avec attention. Même une action militaire directe et répétée ne garantit pas la résolution du problème si elle ne s'accompagne pas d'un accès de vérification durable au sol. Quant à la Chine, son intérêt dans ce dossier est moins direct, mais pas absent. Pékin observe comment Washington gère simultanément la coercition militaire et la diplomatie de vérification dans un théâtre où ses propres alliés du Golfe, via les livraisons d'énergie notamment, ont des intérêts économiques directs. La capacité ou l'incapacité de Washington à transformer une victoire militaire tactique en stabilité diplomatique durable est un indicateur que Pékin intègre dans ses propres évaluations de la fiabilité des engagements américains ailleurs dans le monde, y compris dans le Pacifique. C'est un lien indirect qu'il faut se garder de surinterpréter, mais il existe. Quatrième partie, le contre-argument et pourquoi il mérite d'être pris au sérieux. Je veux être honnête sur la version la plus solide de l'argument inverse, celle qui dirait que je noircis inutilement le tableau. Cet argument tient en une phrase. Une capacité d'enrichissement, même élevée, n'est pas une arme. Il manque toujours, selon les évaluations américaines, les plus récentes rendues publiques, un design d'armes opérationnel validé, un système de déclenchement fiable et l'expérience de fabrication du métal d'uranium à l'échelle nécessaire. Plusieurs évaluations du renseignement américain, y compris après les frappes de 2025 et 2026, continuent d'indiquer qu'il n'existe pas de preuve d'une reprise formelle d'un programme d'armement structuré comparable à celui suspendu en 2003. C'est un argument sérieux et il mérite d'être cité honnêtement plutôt que balayé. Mais il ne répond pas à la question centrale que je pose ici, qui n'est pas « l'Iran a-t-il une bombe ?» La question est « peut-on aujourd'hui vérifier de façon indépendante l'état du programme iranien ?» Et sur ce point précis, la réponse de
IEA elle-même, dans ses propres rapports, est non. Deux choses peuvent être vraies en même temps. L'Iran n'a probablement pas construit d'armes opérationnelles et personne n'est en mesure de le garantir avec certitude à l'heure où je vous parle, ce qu'il faut surveiller maintenant. Trois éléments concrets à suivre dans les prochaines semaines. D'abord, l'issue des discussions autour du cessez-le-feu prolongé et du cadre de négociation élargi évoqué depuis juin 2026, sa reconduction ou son effondrement dira beaucoup sur la trajectoire réelle du dossier. Ensuite, la question de l'accès physique des inspecteurs de l'AIEA. Grossi a évoqué à plusieurs reprises des visites dans les semaines à venir. Sans qu'elles se soient pour l'instant concrétisées sur le terrain de façon durable, chaque annonce d'accès effectif ou chaque nouveau report est un signal à part entière. Enfin, la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, où la question du statut de l'Iran au regard du traité de non-prolifération pourrait être formellement posée si l'impasse de vérification se prolonge encore plusieurs mois. La vraie question que je vous laisse n'est pas de savoir si l'Iran a franchi une ligne rouge dans le silence général, ce récit-là ne correspond pas aux faits. La vraie question est de savoir ce que vaut une victoire militaire quand elle laisse derrière elle moins de certitude qu'avant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve pour la suite de ce dossier.